Le téléphone a sonné au beau milieu de la nuit. Véronique n'était partie que le matin même, alors je n'ai même pas pensé que cela pouvait la concerner. J'ai décroché d'une voix ensommeillée, en me grattant le menton. « Bonjour, je vous appelle de l'hôtel Mont-Blanc à Chamonix. » ai-je entendu une voix féminine et polie dire. « Confirmez-vous que le couple souhaite le petit déjeuner en chambre pour 10 heures? Nous avons noté un petit déjeuner continental pour 2. » Un instant. Un putain d'instant où tout s'est arrêté. « Excusez-moi, à qui ai-je l'honneur ?» ai-je demandé en me redressant dans le lit. « La réception de l'hôtel Mont-Blanc. Vous êtes bien le mari de Madame Véronique Mercier? C'est à vous qu'appartient la carte avec laquelle la réservation a été payée. Véronique Mercier. Ma femme. Celle qui était partie ce matin en m'embrassant pour me dire au revoir, affirmant qu'elle avait besoin de respirer, qu'elle avait besoin d'un moment pour elle, que le travail l'avait épuisée et qu'elle voulait juste un séjour en solitaire à la montagne. Un week-end seul, juste elle et le silence. Un petit déjeuner pour 2? Ai-je répété, sentant mon estomac se nouer. Oui, monsieur, pour vous et votre épouse. Pas pour son époux, pour Véronique et quelqu'un d'autre. Veuillez confirmer. La réceptionniste était gentille, patiente. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de détruire ma vie avec une seule question. Oui, ai-je dit doucement. Veuillez confirmer. J'ai raccroché et je suis resté assis là pendant quelques minutes. La lampe de chevet projetait une lumière jaune sur les murs de notre chambre. C'est Véronique qui avait choisi ses rideaux. C'est Véronique qui avait disposé les photos de mariage sur la commode. Véronique, qui hier soir encore était assise à côté de moi sur le canapé, mangeant de la glace au caramel à même le pot, riant devant une émission stupide à la télé. Celle qui, ce matin, m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle devait être seule. Celle qui venait de commander un petit déjeuner en chambre pour 2. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Je me suis fait un café, fort, sans sucre. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé l'aube se lever sur Paris. Notre appartement dans le 16e arrondissement avait toujours une belle vue à cette heure-ci. Véronique adorait cet endroit. Elle disait qu'elle s'y sentait en sécurité. En sécurité. Et maintenant, quelque part à Chamonix, elle se réveille à côté d'un autre mec. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma tasse contre le mur. J'ai juste bu mon café et j'ai réfléchi. 12 ans de mariage. 12 ans à construire quelque chose ensemble. Et elle est partie à l'hôtel avec quelqu'un, en payant tout avec ma carte. Ma putain de carte. J'ai rappelé l'hôtel. Cette fois, j'ai demandé le numéro de la suite. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner cette information. J'ai expliqué que j'étais le mari et que c'était ma carte qui payait le séjour. Ils ont hésité mais ont fini par me le donner. Suite numéro 12, avec vue sur le Mont Blanc. Une suite. Pas une chambre ordinaire. Une suite. Véronique aimait faire les choses avec classe, apparemment même quand il s'agissait d'adultère. Je me suis assis devant l'ordinateur et je suis allé sur le site d'un fleuriste à Chamonix. J'ai choisi le plus grand bouquet de roses rouges qu'ils avaient. 50 pièces. J'ai demandé d'y joindre une petite carte. Je l'ai écrite lentement, choisissant soigneusement mes mots. Chérie, je te souhaite un merveilleux week-end. Amusez-vous bien. Avec amour, ton mari qui a payé pour tout ça. Non, c'était trop doux. J'ai effacé et j'ai recommencé. Amusez-vous bien. Le petit déjeuner en chambre était une bonne idée. Payé par le mari cocu. J'ai envoyé la commande. Les fleurs devaient arriver avant midi, directement à la suite numéro 12. J'ai imaginé son visage quand elle les verrait. J'ai imaginé la panique. J'ai imaginé le type avec qui elle était commencé à poser des questions. Mais ce n'était que le début. Car Véronique ne savait pas encore que le vrai cadeau était à venir. Elle ne savait pas que j'avais passé toute la nuit assis à planifier chaque détail. Elle ne savait pas que ces derniers mois, quand elle disait qu'elle travaillait tard, je vérifiais déjà son téléphone, je lisais ses messages, je voyais tout. Je savais pour Bertrand. Je savais que c'était son collègue, ce type grand, toujours souriant dans ses costumes hors de prix. Je savais qu'ils se voyaient depuis 6 mois. Et maintenant, je savais exactement où ils étaient. J'ai bu une gorgée de café. Il était déjà froid, mais ça n'avait pas d'importance. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à écrire une liste. Une liste des choses que Véronique chérissait le plus. Une liste des choses qui la rendaient heureuse, en sécurité, fière. Parce que si elle pouvait détruire notre mariage en un week-end, je pouvais détruire sa vie parfaite en un mois. Mais je le ferais lentement, soigneusement.
pour que chaque jour soit pour elle une leçon sur ce que signifie trahir quelqu'un qui te faisait confiance. Le soleil se levait sur Paris, et moi, j'étais assis dans notre cuisine à planifier ma vengeance. Le téléphone de Véronique a sonné vers 10 heures. J'avais son numéro enregistré sous « Chérie » avec un petit cœur. Maintenant, en regardant l'écran, je ne ressentais que du vide. Je n'ai pas décroché. Elle a appelé encore 3 fois dans l'heure suivante. À chaque fois, j'ai ignoré. Je savais exactement ce qui se passait dans cette suite. La réception avait livré les fleurs. Véronique avait lu la note. Panique. Au 4e appel, j'ai décroché. Damien. Sa voix était aiguë, nerveuse. Elle essayait de paraître naturelle, mais on entendait la peur. T'es où? J'ai appelé plusieurs fois. À la maison, ai-je répondu calmement, en remuant un autre café. Et toi? Tu es où, chérie? Un moment de silence. Je pouvais presque entendre son esprit tourner à plein régime. À l'hôtel. Je t'ai dit que je partais seul. J'avais besoin de calme. A-t-elle commencé? Mais je l'ai coupé. Hôtel Mont-Blanc, suite numéro 12. Vue sur le Mont-Blanc. Petit déjeuner continental pour 2 à 10 heures. Le silence à l'autre bout du fil était plus fort que n'importe quel cri. Damien, a-t-elle finalement commencé, la voix brisée. Tu as reçu les fleurs? Ai-je demandé, toujours sur ce même ton calme. J'ai choisi des roses rouges. J'ai pensé que ça collait à l'occasion. Écoute, ce n'est pas... A-t-elle essayé, mais je l'ai de nouveau interrompu. N'appelle plus. Amuse-toi bien avec Bertrand. On se voit dimanche soir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai ignoré. Elle écrivait des messages. Je ne les lisais pas. Elle a essayé d'appeler avec le numéro de Bertrand. J'ai bloqué. J'avais du boulot. La première étape a été de vérifier son ordinateur portable. Véronique l'avait laissé à la maison, probablement pour se déconnecter de la technologie. Je connaissais son mot de passe, notre anniversaire de mariage. Quelle ironie. Je suis entré dans ses emails. Il y avait là des conversations avec Bertrand remontant à 6 mois. Au début, une correspondance professionnelle innocente. Puis du flirt. Puis des plans de rendez-vous. Puis des choses que je ne voulais pas lire, mais que je devais lire. Damien ne remarque rien, avait-elle écrit dans l'un des messages. Il est tellement absorbé par son travail qu'il ne voit même pas que je m'éloigne de lui. J'étais assis là à lire ces mots. Ma femme. La femme avec qui j'avais construit ma vie pendant 12 ans, écrivant à un autre mec que j'étais aveugle. Mais je n'étais pas aveugle. Plus maintenant. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Véronique ne planifiait pas seulement ce week-end avec Bertrand. Ils avaient déjà réservé des billets pour Barcelone pour le mois prochain. Un voyage de 2 semaines, évidemment payé avec notre compte joint. Notre compte joint. L'argent que j'avais gagné en travaillant 60 heures par semaine pour qu'elle puisse avoir sa voiture de rêve, ses vêtements de marque, son spa chaque vendredi. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque photo qu'il s'était envoyé, chaque réservation. J'ai tout enregistré sur une clé USB et je l'ai caché dans mon bureau. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Jérôme. Jérôme dirigeait un petit cabinet d'avocats dans le centre de Paris. Ce n'était pas un ténor du barreau, mais il était foutrement bon dans les divorces. J'ai du boulot pour toi, ai-je dit quand il a décroché. Nous nous sommes rencontrés le jour même dans son bureau près du Marais. Je lui ai tout montré. Les emails, les photos, les factures d'hôtel, les réservations. Jérôme a sifflé doucement. Elle utilisait le compte joint pour ses rencarts avec son amant, a-t-il constaté en parcourant les documents. Ça va faciliter les choses. Le juge ne sera pas tendre avec elle. Je veux qu'elle ait ce qu'elle mérite, ai-je dit. Chaque centime, chaque blessure. Elle l'aura, m'a assuré Jérôme. Mais tu dois être patient. Ces choses-là prennent du temps. Du temps. J'en avais justement à revendre. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à planifier les étapes suivantes. Véronique rentrerait dimanche soir. Elle essaierait de tout expliquer, de se justifier, peut-être même de pleurer. Les femmes pleurent toujours quand elles se font attraper. Mais je n'avais pas l'intention de l'écouter. En traversant l'appartement, je me suis arrêté devant son dressing, rempli de vêtements chers, de chaussures, de sacs à main, tout acheté avec mon argent. Pendant un instant, j'ai pensé à tout jeter par la fenêtre, voir ses affaires chéries atterrir sur le trottoir. Mais non, ce serait trop facile, trop évident. Véronique aimait son travail. Elle était directrice marketing dans une grande entreprise pharmaceutique. Elle aimait le prestige, le respect de ses collègues,
Son bureau avec vue sur la Seine. Bertrand travaillait dans la même entreprise. Il était son subordonné. J'ai souri pour la première fois de la matinée. J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai commencé à écrire un email. Un long email détaillé au service RH de l'entreprise où travaillait Véronique. J'ai joint les captures d'écran de leur correspondance, en particulier les passages où l'on voyait clairement qu'en tant que supérieure hiérarchique, elle utilisait sa position pour avoir une liaison avec un subordonné. Chaque entreprise a des règles strictes concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. Chaque entreprise a peur des procès pour harcèlement au travail. Chaque entreprise se protège elle-même, pas ses employés. Je n'ai pas envoyé l'email tout de suite. Ça devait attendre. D'abord, Véronique devait rentrer. Elle devait essayer de réparer ce qu'elle avait détruit. Elle devait sentir qu'elle pouvait encore tout sauver. Et ensuite, quand elle croirait avoir une chance, quand elle penserait pouvoir arranger ça, alors je lui prendrais tout, morceau par morceau, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne lui reste que la conscience de ce qu'elle a fait et le prix qu'elle a payé pour ça. Parce que je n'étais pas seulement un mari trompé, j'étais un homme qui, pendant 12 ans, avait été fidèle, honnête, dévoué, un homme qui méritait le respect, et Véronique allait l'apprendre, dimanche soir. La clé a tourné dans la serrure à 19h40 précise. Je le savais, car j'étais assis dans le salon à observer l'horloge au mur, en attendant. Elle est entrée doucement, comme si elle avait peur qu'une mine explose autour d'elle. Dans un sens, elle avait raison. « Damien » a-t-elle appelé avec incertitude. Je n'ai pas répondu. J'étais assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, à la regarder. Elle avait l'air fatiguée. Le maquillage légèrement coulé, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée, la robe que je lui avais achetée pour son dernier anniversaire. « On peut parler ?» Elle a demandé, debout sur le seuil du salon. « Parle », ai-je dit sèchement. Elle s'est approchée mais ne s'est pas assise. Elle restait debout, serrant les mains sur la lanière de son sac, comme une écolière convoquée chez le directeur. Ce n'était pas... Je ne sais pas comment c'est arrivé, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Bertrand est juste... Juste quoi? Je l'ai coupé froidement. Juste un collègue, juste un ami, juste quelqu'un avec qui tu partages des suites à la montagne. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté, et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pardon, Damien. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur, une énorme erreur. Je la regardais et je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de douleur, juste du vide et le calcul froid de ce qui allait arriver. 6 mois, ai-je dit calmement. Ce n'était pas une erreur, Véronique. C'était un choix conscient que tu as répété pendant 6 mois. Chaque jour, chaque message, chaque nuit où tu disais que tu restais plus tard au travail. Elle s'est effondrée. Elle a littéralement glissé sur le sol et a commencé à sangloter en se cachant le visage dans les mains. « S'il te plaît », pleurait-elle. « S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais finir ça avec Bertrand. Je ne le verrai plus jamais. Laisse-moi du temps, je ferai tout. Juste s'il te plaît, ne pars pas. » Partir. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Paris brillait de 1000 feux en contrebas. Notre ville, notre vie, qui avait cessé d'être la nôtre il y a 6 mois. Demain, tu retourneras au travail, ai-je dit sans me tourner vers elle. Tu vivras normalement. On se montrera ensemble devant les amis, peut-être même qu'on ira dîner. Pour le monde, nous serons toujours mari et femme. Je l'ai entendu se relever, essayant de reprendre son souffle entre 2 sanglots. Vraiment? Dans sa voix résonnait l'espoir. Tu me donnes une chance? Je me suis retourné et je l'ai regardée. Ma femme. La femme que j'aimais autrefois. Non, ai-je dit doucement. Je ne te donne pas une chance. Je me donne du temps pour ma vengeance. J'ai vu la peur apparaître dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras, ai-je répondu avant de quitter le salon, la laissant seule avec ses larmes. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Pas parce que je ne pouvais pas dormir dans notre lit. Simplement, je ne voulais pas d'elle près de moi. Le lundi matin, Véronique est partie au travail comme d'habitude. Nerveuse, effrayée, mais elle est partie. Moi, je suis resté à la maison. J'avais pris 1 semaine de congé, disant à mon patron que j'avais des affaires familiales à régler. J'en avais. À 9h30, j'ai appelé sa mère. Madame Elisabeth était une femme gentille. Elle m'avait toujours traité comme son fils.
Elle adorait sa fille et croyait que notre mariage était parfait. Damien, mon chéri, a-t-elle décroché joyeusement. Comment vas-tu? Bonjour, Madame Elisabeth. Je dois vous dire quelque chose. Ai-je commencé sérieusement? Je lui ai tout raconté, chaque détail. Le week-end à Chamonix, Bertrand, les emails, le compte commun utilisé pour les rendez-vous galants. Je n'ai rien omis. Le silence à l'autre bout du fil a duré une éternité. Ma fille a fait ça? A-t-elle finalement chuchoté? Ma Véronique? Oui, Madame Elisabeth. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez le droit de savoir. Je l'ai entendu pleurer. C'était dur. Madame Elisabeth était une victime innocente de tout ça, tout comme moi. Mais elle devait connaître la vérité sur sa fille. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-elle demandé à travers ses larmes. Je vais divorcer, ai-je répondu. Mais je voulais que vous le sachiez en premier. Véronique va sûrement vous mentir, présenter tout ça différemment. Je voulais que vous connaissiez la vérité. Merci, Damien, a-t-elle dit doucement. Tu es un homme bon, meilleur que ce que ma fille mérite. Ça faisait plus mal que je ne le pensais. Madame Elisabeth avait toujours été une seconde mère pour moi. Maintenant, je la perdais elle aussi. L'appel suivant était pour sa sœur Caroline, puis pour sa meilleure amie Magali. À chacune, j'ai raconté la même histoire. À chacune, j'ai montré les mêmes preuves, captures d'écran, factures, tout. À midi, toute la famille et les amis de Véronique savaient ce qu'elle avait fait. Le téléphone de Véronique devait être en train de brûler. Je voyais ses messages non lus. J'avais accès à son cloud. Sa mère écrivait. Sa sœur écrivait. Magali avait juste écrit « Comment as-tu pu ?» Vers 14 heures, elle m'a appelé, pleurant de manière hystérique. « Pourquoi tu leur as dit ?» hurlait-elle. « C'était entre nous. T'avais pas le droit. » « Je n'avais pas le droit ?» ai-je répété calmement. « Et toi, tu avais le droit de coucher avec un collègue avec mon argent? C'est pas juste. J'essaie de réparer notre mariage et toi tu le détruis. » « Non, » ai-je dit doucement. « C'est toi qui l'as détruit. Moi, je m'assure juste que tout le monde sache qui est coupable. » Elle a raccroché, elle a probablement jeté son téléphone sur son bureau. Le soir, elle est rentrée à la maison anéantie, son maquillage complètement ruiné par les pleurs. Elle est passée devant moi sans un mot et s'est enfermée dans la chambre. Je ne l'ai pas dérangée, j'avais encore beaucoup de travail. Car demain, quelque chose de bien pire allait arriver. Demain, Véronique allait perdre ce qu'elle chérissait le plus après moi, sa réputation professionnelle. Si vous avez aimé cette partie de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez du comportement de Damien. Continuons. Mardi matin. Véronique est partie au travail tôt, essayant probablement d'éviter mon regard. Nous ne nous étions pas parlé depuis la veille au soir. Elle dormait sur le canapé du salon, car je ne l'avais pas laissée entrer dans la chambre. Je me suis assis devant l'ordinateur avec une tasse de café chaud et j'ai ouvert l'email préparé la veille. Je l'ai relu une fois de plus, vérifiant chaque détail. Toutes les pièces jointes étaient là. Capture d'écran des conversations entre Véronique et Bertrand, où il était clairement visible qu'en tant que supérieure, elle initiait des contacts à caractère romantique, abusant de sa position. Il y avait aussi les factures d'hôtel, de restaurant, tout payé avec notre compte commun. Destinataire, la directrice des RH de l'entreprise pharmaceutique, Paul Med, où Véronique travaillait depuis 7 ans. Madame Valérie Dupont. Je la connaissais de quelques fêtes d'entreprise. Elle parlait toujours de tolérance zéro pour les comportements non professionnels. Le curseur a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». J'ai pensé à ce que j'allais perdre. Véronique était une bonne manager. Sa carrière était quelque chose sur quoi elle avait travaillé pendant des années. C'était sa fierté, son identité. Quand nous rencontrions des amis, elle parlait toujours fièrement de ses projets, de l'équipe qu'elle dirigeait. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'email est parti. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je me suis fait un petit déjeuner, œufs brouillés au bacon, tranches de pain complet, jus d'orange. Je mangeais lentement, méthodiquement, en pensant à ce qui se passait maintenant dans l'entreprise de Véronique. Madame Dupont lisait probablement déjà l'email, où elle était en réunion avec la direction, leur montrant toutes les preuves. Dans une entreprise pharmaceutique, où tout devait être conforme aux procédures, où chaque étape était documentée, une telle affaire était une catastrophe. Le téléphone de Véronique a sonné à 10h15. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé 2 minutes plus tard. Et encore une fois,
Son désespoir était presque palpable à travers l'écran du téléphone. À 11 heures, un message est arrivé. Ils m'ont convoqué au RH. Damien, qu'est-ce que tu as fait? S'il te plaît, réponds. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé 20 minutes plus tard. Ils me suspendent de mes fonctions. Ils ouvrent une enquête. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je le pouvais. Parce que tu le méritais. Parce que pendant 6 mois tu as détruit notre mariage, alors maintenant je détruis ta carrière. Mais je ne lui ai pas écrit ça. J'ai gardé le silence. Vers 14 heures, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Véronique est entrée dans l'appartement, tenant à peine sur ses jambes. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Tu as envoyé tout ça à mon entreprise », a-t-elle dit, et sa voix était plate, dénuée d'émotion. « Toutes nos affaires privées, notre vie. Pas la nôtre, l'ai-je corrigé. La tienne, tes mensonges, ta trahison, tes choix. Je vais perdre mon travail, a-t-elle chuchoté en s'appuyant contre le mur. 7 ans à bâtir une carrière. Je vais tout perdre. Tu aurais dû y penser plus tôt. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux, juste une colère froide. Tu es cruel, a-t-elle dit. Vindicatif et cruel. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas le Damien que je connaissais. Et toi, tu n'es pas la Véronique que j'ai épousée. Ai-je répondu calmement. Donc je suppose qu'on a changé tous les deux. Elle est allée dans la chambre et a commencé à faire sa valise. Je la regardais jeter ses vêtements, ses produits de beauté, tout en vrac. Où est-ce que tu vas? Ai-je demandé depuis le seuil. Chez ma mère, a-t-elle lancé sans me regarder. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas te regarder. Bonne idée. Ta mère sait déjà tout, donc au moins tu n'auras pas besoin de mentir. Elle s'est arrêtée un instant, ses mains ont tremblé mais elle n'a rien dit. Elle a fermé la valise, a pris sa veste et s'est dirigée vers la porte. Véronique, ai-je appelé quand elle était déjà dans l'entrée. Elle s'est retournée. Ce n'est pas encore fini, ai-je dit doucement. Ce n'est que le début. Elle est sortie sans un mot, en claquant la porte. Je suis resté seul dans l'appartement. Notre appartement, qui avait cessé d'être le nôtre. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Je l'ai vue sortir de l'immeuble, traînant sa valise sur le trottoir. Elle paraissait petite, voûtée, vaincue. Une partie de moi ressentait quelque chose. Peut-être de la pitié, peut-être les restes de l'amour qui existait autrefois. Mais la plus grande partie ressentait de la satisfaction. Car Véronique commençait tout juste à comprendre ce que ça signifiait de tout perdre. Elle commençait tout juste à payer pour ce qu'elle avait fait. Le téléphone a sonné. C'était Jérôme. « Damien, j'ai entendu pour l'entreprise. » a-t-il dit. « C'est ton œuvre ?»« La mienne. » « Bien. Plus il y a de preuves de sa faute, mieux c'est pour toi au tribunal, » a-t-il expliqué. « Mais tu dois être prudent. Si tu vas trop loin, le tribunal pourrait mal le prendre. »« Je ne vais pas trop loin, » ai-je répondu. « Je montre juste la vérité. » « La vérité a plusieurs visages, Damien. Assure-toi que celui que tu montres est le bon. » Il a raccroché. Il avait raison. Je devais être intelligent. Je ne pouvais pas agir sous le coup de la colère. Chaque étape devait être réfléchie, justifiée, impossible à contester. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à planifier le prochain coup. Véronique avait des amis, des gens qui l'admiraient, qui pensaient qu'elle était parfaite. Ces gens devaient voir la vérité. Pas à travers ma colère, mais à travers ses propres actes. Et je savais exactement comment faire. Parce que dans cet appartement, dans son ordinateur portable, dans ses téléphones synchronisés avec le cloud, j'avais tout. Chaque message, chaque photo, chaque secret que Véronique avait un jour voulu cacher. Et j'avais l'intention de les utiliser, l'un après l'autre, calmement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien d'autre que la conscience de ce qu'elle a perdu et pourquoi elle l'a perdu. Parce que je n'étais pas cruel, j'étais juste. 3 jours passèrent dans un silence étrange. Véronique ne revenait pas. Elle n'écrivait que de courts messages sur des questions pratiques, qu'elle avait pris ses affaires, qu'elle serait chez sa mère, que son avocat me contacterait. Son avocat, comme si cela pouvait me menacer. Jeudi matin, j'ai reçu un appel de Bertrand. Pas de son numéro, il savait probablement que je l'avais bloqué, mais du téléphone professionnel de Paul Med. « Monsieur Damien », a-t-il commencé timidement. « Pouvons-nous parler ?»« Parle », ai-je dit froidement. Je voulais dire que tout ça c'était mon erreur. Véronique a essayé d'arrêter mais j'ai insisté. C'est moi qui lui envoyais des messages, c'est moi qui proposais les rendez-vous.
J'écoutais ce baratin, et je ressentais du mépris. Il essayait de prendre toute la faute sur lui, pensant probablement qu'il sauverait sa carrière. Ou la sienne. Bertrand, l'ai-je interrompu. J'ai tous vos messages. Tous. Depuis le premier où Véronique a écrit « Peut-être qu'on ira boire un café seul un jour ?» jusqu'au dernier où vous planifiez un voyage de 2 semaines à Barcelone. N'essaie pas de me mentir. Silence. Vous allez tous les deux perdre votre travail. Ai-je continué? Tous les deux. Et ce n'est pas ma faute. C'est la conséquence de vos choix. Mais, a-t-il commencé, mais j'ai raccroché. Je n'avais pas l'intention de perdre mon temps avec ces excuses. Le même jour, j'ai reçu une convocation officielle chez un avocat. Véronique avait effectivement engagé un avocat, une femme du nom de Maître Kovalchik, connue pour son approche agressive dans les affaires de divorce. J'ai souri en lisant le courrier. Véronique pensait pouvoir se battre. Qu'elle pouvait gagner ça d'une manière ou d'une autre. Elle ne savait pas encore combien d'âge j'avais dans ma manche. J'ai pris rendez-vous avec Jérôme pour le vendredi matin. Son bureau près du Marais était accueillant, meubles en bois, étagères remplies de livres de droit, odeur de café dans l'air. Elle a engagé Kovalchik, a dit Jérôme en me montrant les documents. Ça veut dire qu'elle va se battre pour tout. La maison, les économies, peut-être même une pension alimentaire. Une pension alimentaire? Ai-je répété incrédule. C'est une tactique standard. Ils essaient de prouver que c'est toi qui es coupable de l'échec du mariage, que tu as détruit sa vie professionnelle par vengeance, que tu as agi de manière irrationnelle. J'ai les preuves de sa trahison, ai-je rappelé, et elle argumentera que ta réaction était disproportionnée, que tu as détruit sa carrière, que tu l'as isolé de sa famille, que tu as agi avec préméditation pour lui nuire. Je l'ai regardé attentivement. Jérôme, tu parles comme si tu me mettais en garde. Parce que je te mets en garde, a-t-il répondu sérieusement. Damien, je comprends ta colère, mais les tribunaux n'aiment pas la guerre. Ils aiment les accords. Si tu passes pour un mari vengeur détruisant sa femme, ils peuvent se retourner contre toi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Arrêter les actions actives contre elle. Laisse les conséquences de ces actes parler d'elles-mêmes. Nous avons assez de preuves pour gagner l'affaire. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Je suis resté assis en silence, pensant à ces mots. Et pour Bertrand? Ai-je finalement demandé. Jérôme a haussé un sourcil. Quoi pour lui? Polmed mène une enquête sur lui. J'ai entendu dire qu'il a aussi été suspendu. C'est une conséquence naturelle. L'entreprise doit protéger sa réputation. Et si quelqu'un, disons, écrivait un email anonyme à la femme de Bertrand? Jérôme a fermé les yeux et a soupiré profondément. Damien, sa femme a le droit de savoir, ai-je dit. Elle a 2 enfants en bas âge. Elle devrait savoir avec qui elle vit. Tu n'es pas juge, m'a averti Jérôme. Tu n'es pas celui qui distribue la justice à tout le monde. Je suis un homme qui veut que la vérité éclate. La vérité ou la vengeance? Il a demandé directement. Je me suis levé. C'est la même chose. Je suis sorti de son bureau avant qu'il ne puisse me retenir. Je suis rentré chez moi et je me suis assis devant l'ordinateur. J'ai créé un nouveau compte email anonyme. J'ai écrit un email court et factuel à Anne, la femme de Bertrand. Je n'ai joint que quelques captures d'écran clés. Suffisamment pour qu'elle comprenne ce que son mari faisait depuis 6 mois. Le curseur a plané au-dessus du bouton envoyé. Je pensais à Jérôme, à son avertissement, au fait que le tribunal pourrait me percevoir comme vengeur. Mais je pensais aussi à Anne, à une femme qui, comme moi, vivait dans le mensonge, qui avait le droit de connaître la vérité. J'ai envoyé l'email. Pendant les heures suivantes, je suis resté assis à attendre. Je ne savais pas quoi exactement, mais je sentais que quelque chose allait arriver. Le téléphone a sonné dans la soirée. Numéro de Véronique. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurlait-elle. « Qu'est-ce que tu as fait, putain ?»« Salut, Véronique, » ai-je dit calmement. « Bertrand vient d'appeler. Sa femme sait. Elle sait tout. Elle l'a viré de la maison. Il a perdu ses enfants. C'est toi. C'est toi qui lui as dit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne mens pas. Qui d'autre pourrait avoir ces photos? Qui d'autre pourrait faire ça? Peut-être que Bertrand avait plus d'amis que tu ne le pensais. Peut-être que quelqu'un de l'entreprise a décidé que sa femme devait savoir. Je ne suis pas la seule personne qui savait pour votre liaison. Tu vas détruire tout le monde autour de toi, criait-elle. Moi, Bertrand, sa famille. Tu es un monstre. Non, ai-je dit doucement. Je m'assure juste que tout le monde voit qui vous êtes vraiment. Le reste, ce sont des conséquences naturelles. Ce n'est pas naturel,
C'est planifié. C'est cruel. Que cruel, c'était de me mentir pendant 6 mois. Cruel, c'était d'utiliser mon argent pour des rencarts avec un amant. Cruel, c'était de me dire que tu m'aimais pendant que tu lui écrivais que j'étais aveugle. Je l'ai entendu pleurer. S'il te plaît, a-t-elle finalement chuchoté. S'il te plaît, arrête. Ça suffit. On a compris. On a compris tous les deux. Arrête. Quand est-ce que tu as arrêté, toi? Ai-je demandé. Après le premier rencard? Après le premier mensonge? Après le premier week-end à l'hôtel? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis 1 semaine. Parce que je savais que Véronique commençait à comprendre. Commençait à ressentir ce que je ressentais. Cette douleur, cette trahison, cette impuissance. Et ce n'était que la moitié du chemin. Le week-end est arrivé dans une étrange atmosphère de calme. Le téléphone restait silencieux. Véronique ne me contactait pas et moi non plus. C'était le calme avant la tempête. Samedi matin, je suis allé courir. Le parcours autour du 16e que nous faisions toujours ensemble. Cette fois, j'étais seul et je me sentais plus léger que jamais. En rentrant, je me suis arrêté au café au coin de notre rue. La barista, une jeune fille nommée Sophie, a souri en me voyant. « Monsieur Damien, ça fait longtemps. Et Madame Véronique? Véronique ne vient plus ici. » ai-je répondu brièvement. Sophie a froncé les sourcils mais n'a pas posé plus de questions. Professionnalisme. J'ai pris mon café et je me suis assis près de la fenêtre. Je regardais les gens passer dans la rue, des couples se tenant la main, des familles avec des enfants, des gens seuls plongés dans leur téléphone. Chacun avait son histoire, sa trahison, sa douleur. Mon téléphone a vibré. Message de Jérôme. Kovalchik a déposé les documents. Véronique demande la moitié des biens et des dommages et intérêts pour carrière détruite. Il faut qu'on se voie. Des dommages et intérêts pour carrière détruite. Elle ne comprenait vraiment pas. J'ai répondu brièvement. Lundi, 10 heures. Un autre message est arrivé quelques minutes plus tard. Cette fois d'un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Damien, c'est Anne, la femme de Bertrand. Pouvons-nous parler? J'ai serré ma main sur le téléphone. C'était inattendu. Bien sûr. Quand et où? Aujourd'hui, si vous pouvez. Jardin du Luxembourg, le banc près du palais. Dans 1 heure. J'y suis allé. Anne était assise sur le banc, emmitouflée dans un manteau épais, bien que la journée soit chaude. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, les joues pâles, les lèvres serrées. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement quand je me suis assis à côté. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. » Elle m'a regardé. « Depuis combien de temps ça durait? Comment vous l'avez su? Ce que vous savez d'autre. » Je lui ai raconté. Tout. Chaque détail, chaque message, chaque rencontre. Je parlais calmement, sans émotion, comme si je rapportais des faits d'un journal. Anne écoutait en silence. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'émettait aucun son. 6 mois, a-t-elle fini par chuchoter. 6 mois qu'il me mentait dans les yeux. Il embrassait les enfants pour leur dire bonne nuit et il allait la rejoindre. Oui, ai-je confirmé. Je pensais qu'on avait un bon mariage. Pas parfait, mais bon. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais la même chose de Véronique. Elle m'a regardé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Divorce. Bataille pour les biens. M'assurer que tout le monde sache qui est coupable. La vengeance, a-t-elle dit directement. La justice. Anne était restée silencieuse un moment, regardant des enfants jouer non loin de là. Bertrand m'a demandé de revenir avec lui. Il a dit que c'était une erreur, qu'il aimait les enfants, qu'il m'aimait. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'il m'aimait peut-être, mais pas assez pour rester fidèle. Et ça ne suffit pas. Nous sommes restés assis en silence encore quelques minutes. Finalement, Anne s'est levée. « Merci pour votre honnêteté », a-t-elle dit. « Et je suis désolée pour ce que vous traversez. Je sais à quel point ça fait mal. Ne vous excusez pas. Vous êtes une victime tout autant que moi. » Elle a hoché la tête et est partie. J'ai regardé sa silhouette disparaître entre les arbres du parc. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un message de Véronique. Un long message désespéré. « Damien, s'il te plaît, je t'en supplie. Arrête. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma famille, qui me regarde maintenant comme un monstre. J'ai perdu mes amis. Bertrand a perdu sa femme et ses enfants. Sa vie est détruite.
Ma vie est détruite. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ta vengeance n'a pas de fin? On a été mariés pendant 12 ans. Ça doit signifier quelque chose. Je t'en supplie, arrête. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai commencé à écrire une réponse. Véronique, pendant 12 ans, je t'ai été fidèle. Pendant 12 ans, j'ai travaillé pour que tu puisses avoir tout ce que tu désirais. Pendant 12 ans, j'ai cru en nous. Et toi, pendant 6 mois, tu m'as menti droit dans les yeux. Chaque jour, tu as choisi le mensonge. Alors non, ça ne suffit pas. Les conséquences de ton choix ne font que commencer. Tu verras ce que ça signifie de tout perdre. Tout comme j'ai perdu ma confiance. Tout comme j'ai perdu ma foi en l'amour. Tout comme j'ai perdu le respect pour la femme que j'ai épousée. Ce n'est que le début, Véronique. Et maintenant, arrête d'écrire. Prochain contact seulement par avocat. J'ai envoyé le message et j'ai bloqué son numéro. J'ai ressenti un vide étrange. Pas de satisfaction, pas de joie, juste du vide. Parce que malgré tout ce que j'avais fait, malgré toutes les conséquences que j'avais abattues sur elle, ça faisait toujours mal. Je me souvenais encore de ce à quoi elle ressemblait le jour de notre mariage, de comment elle riait, de comment elle disait qu'on serait ensemble pour toujours. Mais le pour toujours s'est terminé dans un hôtel à Chamonix, avec un autre homme, avec mon argent. Et maintenant je devais vivre avec cette douleur, avec ce savoir, avec ce vide. Mais au moins, je ne vivais pas dans le mensonge. Au moins, maintenant je connaissais la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux qu'une vie d'illusion. Firster, si vous êtes arrivé à ce moment de l'histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Est-ce que Damian a agi correctement? Continuons ce récit.